Bonsoir à tous. Déjà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir. Je remercie la librairie du Merle-Moka, qui est une très belle librairie qu'on adore tous ici. Et je remercie particulièrement Thibaut. Et donc, je remercie Corinne Pelluchon, ici présente, qui a accepté notre invitation pour nous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Je vous dis juste au passage, je suis vétérinaire en fait. Donc, c'est pour ça aussi que je présente cette soirée, j'organise cette soirée. Donc, qui est la question animale. Donc, en fait, Corinne, elle est professeure et philosophe. Donc, elle est professeure à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et elle est spécialisée en philosophie politique et en éthique appliquée animale et environnementale. Donc elle a publié plusieurs ouvrages que vous pouvez trouver en partie sur la table, là, juste à côté. Donc je vais vous citer, je ne les connais pas par cœur, mais j'ai pris mes petites notes. Il y a un ouvrage qui s'appelle Les nourritures, philosophie du corps politique, qui a été édité par Le Seuil en 2015. Et un autre ouvrage qui s'appelle Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, les hommes, les animaux, la nature, édité par Le Cerf en 2011. Et donc ce soir, elle va nous présenter un écrit que j'aime particulièrement qui s'appelle Le Manifeste animaliste, politiser la cause animale, donc qui a été édité par Alma en janvier 2017. Voilà. Alors ce manifeste, il aborde pour moi plusieurs sujets essentiels. Donc le premier est le fait que les animaux, tout comme nous, sont des êtres sensibles et qu'il faudrait enfin arrêter de les utiliser comme des moyens pour nos fins, ce que j'espère un jour, bien sûr. Et donc il faut s'intéresser à leurs intérêts. Et pour ce faire, nous pensons qu'il faut politiser la cause animale. Voilà, c'est ce que Corinne va développer ce soir. Et ce manifeste souligne également tout ce qui est en jeu dans la maltraitance animale. Donc la maltraitance animale, en fait, pour moi, révèle vraiment un dysfonctionnement important de notre société qui est énormément fondé sur l'exploitation des êtres vivants, donc que ce soit les humains ou les non-humains. Voilà, tous ces sujets vont être développés par Corinne, à qui je laisse la parole maintenant, qui va nous présenter son manifeste. Donc merci Sophie, merci à cette magnifique librairie et merci à tout le monde d'être ici. Alors je vais donc vous présenter ce manifeste qui pourrait servir, je pense, de repère, en tout cas je l'écris pour ça, à l'animalisme, c'est-à-dire à un mouvement social, philosophique, culturel, qui regroupe des personnes venues de plusieurs horizons, des associations aussi, et qui veulent défendre les animaux. L'idée, c'est de souligner la profondeur de ce mouvement, de montrer qu'il existe et de le transformer en une force politique afin que justement on puisse promouvoir une société où les animaux ne sont pas là seulement pour nous servir, mais on puisse justement promouvoir la justice envers les animaux, prendre en compte les intérêts des humains et des animaux. Alors en fait, il y a l'idée de l'animalisme, l'idée que je veux défendre, c'est que la cause animale est importante pour les animaux, pour elle-même, mais elle est aussi stratégique. Elle est l'occasion de la contestation d'un modèle de société, d'un modèle de développement essoufflé, générateur de contre-productivité sur le plan social, environnemental, et qui est fondé sur l'exploitation illimitée des autres vivants. Et ce n'est pas seulement le levier d'une contestation de la cause animale, c'est aussi l'occasion d'une reconstruction sociale et politique et d'une reconversion de notre économie, et j'insisterai sur cela, et d'une transition vers un autre modèle de développement. Donc les trois mots essentiels qui sont au cœur de la stratégie que j'ai voulu défendre, c'est la transition vers un autre modèle de développement, l'idée aussi, on verra, de reconversion pour les personnes qui travaillent encore dans l'exploitation animale, et l'innovation, notamment les innovations sur le plan économique qui ferait qu'il serait possible pour chacun d'entre nous et chacune de se nourrir, de s'habiller sans utiliser des produits animaliers. Alors je vais donc procéder en trois parties, ou 4 parties plutôt. D'abord, dans un premier temps, je vais vous rappeler ce que c'est qu'un manifeste, pourquoi c'est un manifeste animaliste. Et puis, dans une deuxième partie, je parlerai du fait que la cause animale est universelle. Elle est transpartisane et elle est aussi la cause de l'humanité. Qu'est-ce qui est en jeu dans la cause animale? Pourquoi c'est un coup de projecteur sur l'organisation du travail et sur une société, comme je disais tout à l'heure, fondée sur l'exploitation illimitée des vivants? Et en quoi ça nous blesse, ça dégrade l'humain? On pourra aussi approfondir cette question qui, en philosophie politique, est fondamentale de lien entre
un système économique, une société politique et un monde qui va vers la dégradation, mais justement la cause animale pourrait peut-être être, si on la pense dans sa profondeur, l'occasion de l'émergence d'un autre âge. Puis donc dans la troisième partie, je parlerai de l'idée de politiser la cause animale et surtout comment, dans une société démocratique, c'est-à-dire fondée sur le pluralisme politique, où il n'y a pas une personne qui peut prétendre dire comment les autres doivent vivre. Donc il faut convaincre et représenter les intérêts des animaux auprès d'autres humains qui ne sont pas toujours convaincus par notre cause. Et pour finir, je ferai des propositions concrètes dont certaines, me semble-t-il, pourraient faire l'objet d'un consensus dès maintenant et d'autres qui supposent une stratégie plus à long terme. Et vous verrez quelle est la figure qui m'a inspirée. Alors donc la première partie, pourquoi un manifeste animaliste? Alors d'abord, qu'est-ce qu'un manifeste? Un manifeste, c'est un style, c'est un genre littéraire, si je puis dire. On connaît celui de Marx. Moi, j'ai relu avant celui de Victor Considérant, qui est un petit peu moins dur que celui de Marx, moins dans la Révolution. Mais un manifeste, c'est une déclaration publique qui souligne qu'une cause est importante, qu'elle est déjà entrée dans la cité, qu'il s'agit de faire en sorte qu'elle y reste. Et moi, je voulais montrer que la cause animale n'est pas seulement l'occasion de faire l'apologie du mode de vie végan. Bien sûr, c'est important, mais ça ne se résume pas à cela, ni à faire de l'entre-soi vegan, mais c'est vraiment un texte qui soulignait la profondeur de l'animalisme, c'est-à-dire ce dont cette cause animale est le nom, et ce vers quoi elle peut nous amener. Alors un manifeste, c'est un texte qui rassemble, propulse, il y a l'idée de tracer les contours d'un autre monde, donc il y a une dimension utopique, on pense à demain, mais en étant aussi très intéressé par ce qui se passe aujourd'hui et en regardant aussi les difficultés du moment et en faisant attention aux manières dont nous pouvons faire avancer une cause avec les humains et le contexte actuel, les difficultés du moment. Alors, l'idée aussi, ça va être la phrase qui résume, que j'ai pris de Marx, nous avons un monde à y gagner, c'est-à-dire que la défense des animaux exprime aussi peut-être ce qu'il y a de meilleur dans notre civilisation, mais il s'agit aussi de se donner les moyens de vrais changements. Alors, ce qu'est ce manifeste, et pas un manifeste en général, je rappellerai juste une chose, c'est qu'un manifeste, c'est un texte qui est écrit avec un certain ton, avec un style et sans notes en bas de page, moins de 100 pages. Moi, j'ai fait un glossaire à la fin de 20 heures, mais dans la réédition de ce livre, j'en rajoute un, donc il y en aura 21, parce que j'en avais marre aussi d'entendre des contresens sur, par exemple, l'antispécisme. Quand on nous dit l'antispécisme, le fait de dire que, eh bien, il y a une injustice quand on considère que le critère de l'espèce serait la raison pour laquelle on refuserait à un être d'avoir droit à des droits, eh bien, l'antispécisme, c'est l'égalité de la prise en compte des intérêts des humains et des animaux, mais cela n'implique pas l'égalité de traitement, puisque ce qui nous intéresse, ce qui nous fait du bien, ce que nous pouvons réclamer à la société n'est pas la même chose que ce que les cochons, les chats peuvent réclamer, et qu'en plus, l'antispécisme n'est pas forcément ni essentiellement opposé à l'humanisme, ça dépend de quel humanisme on parle, et moi, ma démarche, c'est de montrer que la cause animale sera approfondie, portée au sein de la rénovation de l'humanisme, quand justement on pensera que l'humain, eh bien, il est relié aux autres vivants, qui n'est jamais seul, et donc ça veut dire que derrière tout ça, il y a un travail précédent que j'ai fait, qui est la volonté de rompre avec la pensée atomiste, individualiste, qui sert encore de fondement aux théories politiques et qui nous fait à croire que le politique, c'est seulement la sécurité entre humains actuels, et encore pas tous, et la réduction des inégalités iniques entre humains actuels et encore pas tous, et que les animaux, l'écologie, ça n'intéresserait que des personnes comme ça, qui ont un mode de vie vegan. Donc on reléguerait ces questions écologie, animaux à la périphérie du politique. Moi, en pensant l'humain, et je l'avais fait dans le texte précédent, comme un être qui, dès qu'il vit, est en contact avec les autres humains, les autres animaux, dès qu'il mange, eh bien, dès qu'il existe, parce qu'il exister, c'est coexister, nous avons une communauté de fait mixte avec les animaux qui traversent les cieux, qui habitent dans nos greniers, ou etc. Les forêts ne sont pas vierges, il y a des orang-outans et plein d'autres êtres vivants. Eh bien, à partir de ce moment-là, nous ne sommes jamais seuls, et donc le politique n'est pas un jeu entre nous, mais une zoopolitique. Nous devons justement porter les intérêts des animaux aussi, sinon c'est une question d'injustice. Alors, moi, donc du coup, ce manifeste, eh bien,
Je l'ai écrit parce que je voulais régler un petit peu, donner des repères théoriques et politiques. Quels ont été, si vous voulez, mes deux modèles, parce qu'évidemment c'est difficile de se mettre au service d'une cause en effaçant un petit peu, en s'effaçant, et sans pour autant oublier tout le travail qui précède celui-ci, mais dans ce livre-là, c'est évidemment plus accessible. C'était le but, d'être accessible, simple, de s'adresser à la raison et aussi au cœur. Alors moi j'ai eu deux modèles. Le premier, c'est mon idole, si je puis dire, c'est Abraham Lincoln, parce que c'est un des ouvriers, plus que ça, un des artisans de l'abolition de l'esclavage, bien que sur le territoire américain, bien que l'adoption du 13e amendement ait eu lieu après son assassinat, mais c'est aussi en raison de sa générosité, de la conscience qu'il avait de la profondeur des préjugés racistes. Et nous, je crois que si nous voulons faire avancer cette cause, il faut prendre la mesure de la profondeur des préjugés spécistes. Nous sommes tous nés dans une société spéciste et certains d'entre nous, pendant longtemps, ont été carnivores et tout ça. Donc du coup, il faut avoir de la bienveillance et aussi, si on veut promouvoir un monde meilleur, voire plus juste envers les animaux, eh bien, il faut que les personnes qui aujourd'hui exploitent encore ces animaux puissent aussi trouver l'estime d'elles-mêmes et les moyens de vivre et bien de bien vivre dans cet autre monde. Donc il faudra non seulement les convaincre, mais les aider à se reconvertir. Sinon, rien ne changera, sinon le temps d'une fête. Alors, moi, mon idole, donc Lincoln, aussi pour une raison autre, c'est qu'en 1862, il va faire une lettre au Congrès, un discours au Congrès, et personne ne tiendra compte de ce qu'il dira, mais c'est pas grave, eh bien, il va proposer aux États esclavagistes du Sud une sorte de deal en leur disant si vous abandonnez l'esclavage, eh bien je vous donnerai l'État fédéral vous donnera l'État était un peu réuni à l'époque, l'Union était menacée, mais en tout cas on vous donnera des compensations financières et des délais pour confier à la génération d'après le soin de vraiment abolir l'esclavage. Et il savait que c'était une cause irréversible, ça allait dans le sens de l'histoire, mais il se disait, voilà, les esclavagistes du Sud ne sont pas non plus à prendre comme des personnes hors humanité, mais Et puis ça a été oublié, et finalement, quand il y aura l'abolition de l'esclavage, il n'y aura pas de compensation, ce sera beaucoup plus radical, mais j'ai trouvé que cette idée pouvait être très intéressante à utiliser sur une des questions les plus difficiles à traiter aujourd'hui, c'est l'élevage. Où on ne peut pas se réveiller demain matin dans un monde sans élevage, mais si on veut promouvoir éventuellement un monde sans exploitation et surtout faire en sorte que l'élevage intensif ne soit pas encore plus intensif quand on viendra 9,5 milliards d'individus, eh bien il faut vraiment d'ores et déjà aujourd'hui et très vite faire des choses et promouvoir des changements substantiels. Alors pourquoi il s'appelle animalisme ? Bien l'animalisme, je définis ça à la page 62 ou 65, je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer que l'animalisme, où beaucoup de gens veulent porter la cause animale, eh bien, nous concerne aussi, et qu'il y a vraiment l'idée qu'on va dans le sens de l'histoire, même si on est aussi conscient de se heurter aux intérêts de groupes influents. Donc l'idée, c'était vraiment de mesurer la profondeur, je disais, de l'animalisme, qui n'est pas seulement l'apologie d'un mode de vie personnel, fut-il vegan, et qui promeut aussi vraiment une réconciliation avec nous-mêmes, dire que l'animalisme est un humanisme, donc, et que ça réconcilie avec nous-mêmes, c'est vraiment pas un des slogans. Il y a vraiment quelque chose d'assez profond qui renvoie au travail que j'ai fait auparavant et qui renvoie aussi à tout ce qui est en jeu dans la maltraitance animale. Et j'insisterai tout à l'heure sur les raisons qui font que quand on maltraite les animaux, on leur fait évidemment beaucoup de mal, mais aussi on se dégrade soi-même. Il y a un enjeu civilisationnel derrière. Alors, donc l'idée, c'était que l'animalisme est un mouvement profond qui associe la justice envers les animaux et la justice envers les humains, le sens de l'histoire et l'attachement aux procédures démocratiques, puisqu'on ne dira jamais assez tout ce qu'on doit aussi à la démocratie, à la liberté individuelle, même si nous voyons bien la tension qui existe entre le fait de conserver un système fondé sur la souveraineté du sujet, à choisir son style de vie, et en même temps l'idée qu'il va falloir réduire sa consommation de viande, voire arriver à une société où sans exploitation animale. Donc ça, c'est la difficulté de la politisation, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, donc deuxième partie, donc sur la cause animale dans l'histoire et son universalité. 3 points, si vous voulez, disant pourquoi nous avons perdu notre âme, on va ainsi dire, en traitant ainsi les animaux.
On l'a dit tout à l'heure, la cause animale est un coup de projecteur sur un système générateur de nombreuses contre-productivités. Je dirais que c'est même un miroir de ce que nous sommes devenus au fil du temps, où nous avons laissé s'imposer finalement un système fondé sur le profit, commandant systématiquement la réduction des coûts de revient, et qui est donc essentiellement incompatible avec la prise en compte, je ne dirais pas du bien-être animal, puisque ce mot est piégé, mais en tout cas incompatible avec la prise en compte des intérêts des animaux, puisqu'il faut toujours produire plus, avec moins de place, etc. etc. Et depuis quelques décennies, on prend par exemple les vaches, eh bien, on voit à quel point elles sont soumises à une productivité énorme, qui fait qu'au bout de 4 ans, elles sont totalement usées, alors qu'il y a encore 20 ans, eh bien, elles pouvaient vivre 10 ans, 12 ans, etc. Donc il y a vraiment un système qui broie, vraiment qui condamne les animaux à une vie diminuée et à un élevage qui ne peut pas prendre en compte ni leurs normes éthologiques, ni leur être eux-mêmes, leur subjectivité, mais aussi qui condamne ceux qui en vivent à toujours faire tout un tas d'efforts, à être toujours en train de courir derrière la performance, etc. Et l'idée, c'est que nous sommes arrivés à une extrémité, et je crois qu'aujourd'hui, même ceux qui n'en tirent pas des conclusions radicales dans leur style de vie, ils savent qu'il y a une aberration, mais ce qui se passe, et c'est la deuxième raison, c'est que pour beaucoup d'êtres, beaucoup de personnes que nous connaissons ne veulent pas voir, ne veulent pas traverser l'autre côté du miroir et reconnaître l'intensité des souffrances animales et le nombre difficile à appréhender d'animaux sacrifiés dans beaucoup de domaines tous les jours. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont peur d'avoir honte, ils ont peur de trop en souffrir, d'où l'importance de les accompagner pour traverser justement l'autre côté du miroir et que ce qui saisit de manière difficile chacun ou chacune qui se rend compte de cela devienne non pas seulement une indignation, mais une force et un engagement. Mais c'est vrai que je crois que l'indifférence ou le manque de résistance de la plupart de nos concitoyens à ce qui est plus que de la maltraitance, mais ce qui est une extrémité dans la violence, qui finalement est extraordinaire, bien qu'elle se fasse tous les jours et de manière ordinaire, eh bien cette prise en compte, elle ne peut se faire que si elle dégrade, elle pousse les individus, vous voyez, à se cliver, à enfouir en eux la pitié, c'est-à-dire cette identification à tout être sensible qui souffre, et donc Claude Lévi-Strauss disait qu'à l'état de nature, citant Rousseau, elle tient lieu de loi, de mœurs et de vertu, et que dans l'état de société, sans elle, sans cette pitié, cette capacité à s'identifier à tout être qui souffre, en deçà de ce qu'on est, de son identification à soi-même, à sa classe sociale, à son espèce, et bien sans cette pitié, il n'est ni loi, ni mœurs, ni vertu. Donc nous arrivons à ce que Derrida appelait une guerre de la place de la pitié dans la justice. Cette idée de tout ce qui sous-tend finalement l'intérêt pour autrui, etc., pour les autres, et pour le plus autrui de tous les autrui que l'animal, eh bien tout cela s'est cassé parce que pour supporter ces systèmes, les gens finalement ils ont besoin de se dire, d'oublier, d'effacer, de cliver, et ceux auxquels on délègue la tâche difficile de tuer un animal souvent très jeune qui veut vivre, vous le savez, eh bien ne peuvent survivre psychiquement que justement en s'insensibilisant, voire en s'armant encore plus, et c'est une des raisons, entre autres, de la maltraitance, quand elle survient. Donc il y a quelque chose qui nous dégrade et brise nos capacités de résistance et qui a des conséquences dans tous les domaines de la vie. Ensuite, sans parler du coût environnemental et social sur la fin de la malnutrition, de la demande en produits animaliers, quand on est en plus à 7,5 milliards. Mais ça, j'avais déjà parlé beaucoup de la fin de la malnutrition dans les nourritures. En tout cas, je voudrais vraiment montrer qu'il y a donc une troisième raison. Donc il y a vraiment un enjeu civilisationnel, une déshumanisation qui est aussi à l'horizon de ces maltraitances animales. Et d'ailleurs, on pourrait considérer, je crois que ce sera un travail à faire, que le silence des religions, la plupart du temps, sur ce sujet est assourdissant. Et je crois que là aussi, on pourrait les inviter à s'exprimer parce que ce sont des êtres, les animaux, dont la vie nous est confiée. Alors enfin, la cause animale dans l'histoire. Moi, toujours dans cette deuxième partie,
Je pense, si vous voulez, pour le dire vite, qu'il y a comme 4 âges et que la cause animale émerge dans son intérêt, ça devient palpable maintenant, un intérêt dans la cité, à un moment très particulier et critique, on va voir. Le premier âge, que j'appelle âge théologique, c'est bien nos ancêtres qui vivaient leur vie, qui avaient un sens pour eux, mais elle avait aussi un sens qui transcendait leur existence. Dieu ou l'histoire les jugerait. Puis l'âge des philosophies de l'histoire, le second, où, bon ben voilà, là aussi il y a une épaisseur que conférait à la vie individuelle ces grandes idéologies, communisme, etc. Et l'effondrement du mur de Berlin, ou la fin des idéologies, 89, fait que, et François Furet le dit très bien dans un livre, l'utopie politique devient tabou. On se dit, oulala, reconstruire le sens de l'histoire à partir d'un moteur, ça va générer de la violence. Donc du coup, c'est troisième âge de la désolation. Pourquoi ? Parce que la fin des utopies politiques arrive au moment où il n'y a plus que le capitalisme marchand, etc. Et du coup, les êtres éprouvent ce que Hannah Arendt appelait la désolation, c'est-à-dire qu'ils s'éprouvent comme force de production et de consommation, et le rapport au monde comme création est brisé. Il n'y a pas d'espace public. Ce qui fait commun a perdu de sa substance. Et cet âge qui est dangereux politiquement, Hannah Arendt le souligne très bien, puisque le totalitarisme qui est l'idée, qui n'est pas seulement une tyrannie, qui est l'idée de rendre les hommes superflus, de les convaincre de leur superfluité, eh bien, du fait qu'ils sont rien, quoi, qu'ils sont comme des marionnettes, eh bien, cet âge-là s'appuie justement sur le fait que des individus, dans la désolation, perdent tout ce qui permet de résister à justement des tentations totalitaires dont elle dit très bien qu'elles peuvent survivre à la chute des régimes du Troisième Reich, etc. Et donc l'idée, cet âge de la désolation s'exprime autour de nous par une certaine désubjectivation qui est à la fois liée au sentiment d'impuissance, de perte de soi et à la volonté tyrannique de s'imposer par tous les moyens, la peur panique de tout ce qui échappe à sa maîtrise, à l'altération du corps, tout ce qui nourrit d'ailleurs l'idéologie transhumaniste. Et je crois que le sujet contemporain qu'on a aujourd'hui, c'est un sujet vide et total, qui se cherche, qui est perdu dans son identité, eh bien, va épouser les réactions, les récits simplificateurs, qui justement vont vanter une identité nationale, une identité retrouvée, et tous ces schémas viriloïdes qui donnent, enfin tous ces êtres, ces personnages, ces figures viriloïdes à la Trump ou Poutine, ou dans l'extrême droite en Hollande, qui justement leur font croire que justement il y a quand même encore du sens. Le nihilisme, Léo Strauss disait que c'est quand on ne croit plus en rien, il y a une révolte, un rejet contre un système, ça vous rappelle plein de gens, mais qu'on ne sait pas quoi mettre à la place. Donc c'est une révolte inarticulée. Et c'est là que évidemment, en profitent les récits simplificateurs. Et alors, ça explique aussi un rapport décomplexé au corps de l'autre, une sorte de violence qui va évidemment s'exprimer surtout sur les êtres plus vulnérables, les femmes, les minorités, les enfants, les animaux. Et au même moment, émerge un mouvement que je crois fort, structuré, qui associe l'idée d'avoir un rapport à autrui qui ne soit pas fondé sur la domination, le besoin de s'approprier autrui, d'exercer du pouvoir sur lui, qui justement rend justice à la coopération, à l'empathie et aussi à la reconnaissance de la vulnérabilité, la mienne, celle d'autrui, et la reconnaissance de la finitude et non pas au tabou de la mort. Eh bien je crois, donc émerge l'âge de ce que j'appelle l'âge du vivant, qui donc émerge au creux de ce troisième âge de la désolation. Et je crois que donc la cause animale, encore une fois, travaille toutes ces questions. La vulnérabilité que nous avons en partage avec les autres vivants, notre responsabilité envers eux, l'idée d'une reconnaissance de l'altérité, de la grande altérité des animaux. Montaigne qui disait, quand je joue avec ma chatte, est-ce que c'est pas elle finalement qui se joue de moi, Et il y a une altérité, et puis cette idée d'instaurer un rapport aux autres qui ne soit pas seulement dans la performance, dans la domination, dans le fait d'écraser l'autre. Et donc, parce que souvent, cette volonté de puissance, évidemment, se nourrit d'un sentiment d'impuissance, d'une insécurité, comme j'en parlais tout à l'heure. Alors, je crois que vraiment, il y a vraiment une croisée des chemins et qu'il s'agissait d'accompagner justement ce mouvement animaliste et de lui donner des bases solides, de voir, comme je dis tout à l'heure, à quel point il est le nom de tout un idéal
toute la promotion d'un idéal de justice et de sens d'une civilisation. Encore une fois, Hannah Arendt a toujours associé la question politique à la réflexion sur l'existence, sur la condition humaine, sur ce que c'est que vivre bien. Je crois que là, la politique a une profondeur. Ce n'est pas seulement le rapport de pouvoir, des stratégies. Enfin, comment politiser justement la cause animale? Les outils, la stratégie. Il y a d'abord une première chose qu'on peut dire, c'est que c'est d'abord une question de justice, ou en tout cas c'est aussi une question de justice et pas seulement de cruauté ou d'inhumanité. Pourquoi? La justice, ça veut dire les limites. Les limites que nous devons reconnaître à notre désir de coloniser tous les territoires, puisque nous dénions à beaucoup d'animaux sauvages le droit d'exister en fragmentant ou en détruisant leur habitat. C'est la justice, c'est le partage de l'espace, c'est le partage des ressources. L'humain s'octroie un droit absolu sur les autres, sur les ressources et sur les animaux dont il affecte la structure, qu'il force à s'adapter à des conditions de production déterminées non pas en fonction des animaux eux-mêmes, mais d'un chiffre de productivité déterminé d'avance. Et donc, c'est une question de justice, car nous transgressons, nous enfreignons, finalement, nous nous octroyons un droit quasi absolu sur les autres vivants, dont les besoins de base devraient limiter en principe notre droit de les user comme bon nous semble, et dont la valeur même, la gentilité, je vais y venir, eh bien, nous oblige, nous impose, pour ainsi dire, nous impose des limites à notre comportement. Alors, ça c'est vraiment important. Les animaux, on a souvent, depuis le XVIIIe siècle, et ça a été popularisé par Peter Singer, un des fondateurs de l'éthique animale en 1975, on a souvent dit que les animaux sont sensibles ou plutôt sentients, de sentience qui veut dire ressentant. Alors c'est vrai que la sentience était considérée au milieu des années 80 et 70 comme un pouvoir, une capacité à souffrir, à éprouver la douleur, l'ennui, la souffrance, donc un contenu psychique à cette douleur, à cette souffrance. Mais Peter Singer réinstalle une sorte de hiérarchie, et par exemple Tom Regan dira l'huître, je ne sais pas trop si ça peut être un sujet de vie, mais le cheval, oui, il a plus à perdre parce qu'il anticipe, il ressent. Bon. La sentience, c'était le premier sens du mot sentience, ça a été intéressant. Je crois qu'il y a après un deuxième mot du sens du mot sentience qui va s'imposer, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire pas seulement la capacité à sentir, à percevoir, mais le fait d'être marqué par la passivité, ce non-pouvoir au cœur du pouvoir que nous avons en partage avec les animaux, la fatigue, la mortalité, la vulnérabilité en un mot. Et l'idée suivante aujourd'hui, depuis les années 2000, je crois plutôt milieu des années 2000, et moi tout mon travail va là-dedans, non seulement les animaux sont sentients au sens où ils ne sont pas seulement sensibles comme les plantes qui réagissent à leur milieu, mais ce sont des quelqu'un, il y a quelqu'un derrière la fourrure et les plumes, ce sont des soi vulnérables, ils éprouvent leur vie à la première personne, ils sont donc individués, ils ont même une biographie, ce petit caractère, son chat, je pense à mon chat quand je dis ça, mais il y a quelqu'un et ce quelqu'un, c'est quelqu'un, mais c'est plus profondément, vous voyez, souvent on disait les animaux, ils ont des besoins de base, les poules détendent leurs ailes, mais une poule vaut une autre. Eh bien non, c'est quelqu'un, ils sont extrêmement individués, et ceux qui les côtoient voient à quel point ils ont chacun leur petit caractère, et en plus ils sont compétents, ils savent comment vivre les animaux sauvages, et en plus ils ont une agentivité, c'est-à-dire qu'ils sont capables non seulement d'exprimer, de communiquer leurs préférences individuelles, mais aussi ils sont capables de résister à leurs conditions de détention. Souvenons-nous de Tyke, cette éléphante qui voulait briser ses chaînes et qui a été abattue avec plein de coups de fusil dans une ville sous le regard effaré des passants. Donc, notre politique, donc du coup, ça veut dire quoi? Les animaux sont des agents moraux. Ça veut dire qu'ils ce ne sont pas des incompétents, des mineurs qu'il faudrait placer sous tutelle. Ça veut dire qu'ils ont des choses à dire, même si la plupart du temps on les met dans des conditions ne leur permettant pas de s'exprimer, sauf sous la forme de stéréotypies, de ces gestes absurdes qu'ils répètent sans cesse, mais ils ont des choses à dire, et même ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin pour non seulement vivre mais exister, eh bien, doit être le point de départ des droits par nous formulés. Et vous voyez le paradoxe, c'est que pour que les animaux aient des droits, il faut que des humains les confèrent ces droits, les écrivent, le droit c'est là. Mais ça ne veut pas dire que nous, humains, notre point de vue est la source
de ces droits, du contenu de ces droits. Le contenu de ces droits, eh bien, il sera déduit, pour ainsi dire, des besoins de base et de ce que les animaux veulent faire. Et là, je renvoie à vraiment tout un travail qui a été fait en 2011, puis c'est traduit chez Allemand en 2016, le livre de Zoopolis de Donaldson et Kim Lika, qui est traduit en français et que j'ai vu là, où justement, au cas par cas, on voit ce que serait une société où on prendrait en compte les intérêts des animaux, par exemple dans les villes, les rats, les pigeons, qui sont donc des animaux liminaires, hein, ils ne vivent pas avec nous, ils ne sont pas domestiques, ils ne sont pas sauvages, ils sont un petit peu au milieu, et comment on pourrait voir les règles, déterminer des règles de coexistence avec ces animaux. La politique, c'est ça, déterminer des règles de coexistence avec autrui, étant entendu qu'on ne vit pas avec tout le monde, qu'on n'a pas les mêmes relations avec tout le monde. Et avec les animaux, par exemple les pigeons, en général, on n'a pas un pigeon chez soi, alors qu'on peut avoir son minet sur son canapé, etc. Donc, le devoir que j'ai de donner à manger à mon chat, eh bien, c'est pas le même que, pas forcément le même devoir de donner une gazelle au lion dans la jungle. Donc il y a vraiment des réflexions sur quel type d'obligations concrètes nous avons à l'égard des différents types d'animaux, jusqu'où devons-nous aller dans l'usage des ressources, que moi j'appelle nourriture, que normalement nous avons en partage avec ceux qui justement habitent aussi le foyer des terriens, l'oikos, et comment pouvons-nous, quelles interactions légitimes devons-nous avoir avec tel ou tel animal qui vivent non seulement parmi nous, mais avec nous à la maison. L'idée de politiser la cause animale, c'était aussi parce qu'après 45 ans de créativité intellectuelle, d'idée où on avait changé le critère moral, eh bien rien n'avait changé. Depuis 1975, où Peter Singer lance ce livre tout à fait admirable, Libération animale, franchement on ne peut pas dire que la cause des animaux, le sort des animaux soit amélioré, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc du coup, ça veut dire que, eh bien, il ne fallait pas en rester à la morale, mais aller vers la justice. Et moi, c'est mon travail, c'est-à-dire même intégrer la question animale, la prise en compte des intérêts des animaux dans nos politiques publiques, dans la manière dont on construit l'architecture, les villes, dont on travaille l'agriculture, etc., l'intégrer à une théorie globale. Et là, vous voyez à quel point, loin d'être un îlot éthique ne concernant que les animaux, la question animale nous oblige à réviser de fond en comble, justement, le sens du politique, les finalités du politique et même les moyens pour justement construire une société plus juste envers eux et puis envers les humains. Alors, quelles catégories sont justement utiles? J'ai dit celle de justice, j'ai dit que les animaux n'étaient pas seulement des objets de la morale et du droit, mais des sujets politiques, même s'ils n'ont pas de philosophie de la vie, ils ne vont pas être embêtés pour savoir s'ils votent pour Hamon ou pour Macron. Le Fillon, il s'abstiendrait, pardon. Mais bon, ils ne vont pas se poser ce problème-là, ils ne sont ni kantiens ni hegeliens, ce ne sont pas des agents délibératifs, capables de proposer, délibérer sur des conceptions de la vie, mais ils ont des compétences, ils savent ce qu'ils veulent, ce sont des agents moraux, mais pas délibératifs. Donc là aussi, je précise tout ça. Et la question du droit des animaux n'est qu'une partie de la réflexion sur la justice envers les animaux. Alors, l'idée, c'est quels sont les volets du politique, du combat politique envers les animaux. Et je crois qu'il y en a 3. Le premier, c'est justement dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, que la cause animale est une question politique, qu'elle s'impose comme une des finalités du politique, comme un des devoirs de l'État au niveau constitutionnel, c'est-à-dire que parce que justement nous cohabitons, nous coexistons avec eux, leur existence nous oblige, nous ne pouvons pas faire comme s'ils n'étaient là que pour nous servir et que leurs intérêts justement n'avaient pas droit au chapitre. Donc ça, c'est vraiment un volet important qui, je suggérais tout à l'heure, renvoie à tout un travail que j'ai fait auparavant, qui modifie à sa base la conception de l'homme et la fondation, la théorie politique. Et je m'explique pourquoi, dans un autre livre, j'utilise le contrat social. J'ai entendu, bien sûr, que les animaux ne contractent pas avec tout. Mais la deuxième, c'est l'idée des innovations institutionnelles nous permettant de faire entendre les intérêts des animaux, de les débattre, alors même que nous sommes dans une démocratie représentative où, eh bien, on va plus s'intéresser au pouvoir d'achat, des immédiats, aux intérêts immédiats des hommes actuels. Donc l'idée, ça avait été proposé par Dominique Bourg et d'autres de la Fondation Hulot pour une sorte de troisième chambre pour l'écologie, pour permettre de prendre en compte les intérêts globaux du long terme des générations futures, alors que notre démocratie est très présentiste. Donc ils avaient pensé une troisième chambre, n'ayant pas
une force de proposition, mais de veille, afin que toutes les politiques publiques ne soient pas contradictoires avec la prise en compte de l'écologie. Moi, je propose de faire pareil pour les animaux, là aussi je l'avais déjà fait auparavant dans les nourritures, en disant comment, qui serait élu, comment procéder, que ce ne soit pas n'importe qui, n'importe comment, etc. Force est de constater, le but c'est quoi? D'éviter l'incohérence. Je le disais tout à l'heure à vous, eh bien, on dit aujourd'hui, avec les vidéos d'L214, et même le politique a été sensibilisé à la question de l'abattage, mais Madame Ségolène Royal veut faire passer en catimini un arrêté pour ouvrir des delphinariums et permettre à tout établissement zoo et tout d'ouvrir un delphinarium, ce qui est un scandale absolu. Ne vous inquiétez pas, je viens de contacter des gens qui vont s'en occuper, mais qui ont plus de pouvoir que nous et qui vont faire du lobbying contre cette mesure absolument inouïe, absolument incroyable, en catimini, et peu étaient au courant. Donc du coup, il y a vraiment, pour éviter ces incohérences, et le troisième volet, c'est au niveau culturel, il est clair qu'il faut encourager les innovations dans les alternatives fiables à l'expérimentation animale. Et là encore, je me permets de suggérer que vous lisiez la directive du 22 septembre 2010 européenne, qui quand même, et qui montre de l'esprit de cette directive européenne, très imparfaitement traduite dans le décret français du 1er février 2013, eh bien, elle ne reconnaît plus la légitimité morale de l'expérimentation animale. Elle va reconnaître éventuellement l'utilité, mais le critère d'autorisation de l'ICIT sera que l'expérimentation ne peut pas être faite autrement ni remplacée par une alternative. On est très très loin du respect de cette directive qui, si elle était appliquée, aboutirait à réduire de 70% au moins les animaux sacrifiés. 2 millions en France chaque année, c'est le chiffre bas. 12 millions, me semble-t-il, en Europe, c'est le chiffre très bas. Donc vraiment, là aussi, la règle des 3 R, née à la fin des années 50, réduire, raffiner, remplacer, n'est plus une qualification morale d'un comité éthique bidon, mais devient un critère pour évaluer positivement une expérimentation et la rendre licite, l'autoriser ou pas. Avec l'idée aussi d'encourager la recherche sur les alternatives à l'expérimentation animale, ce qui n'est pas du tout fait. Il y a très peu de start-up en France là-dessus. Or, il y aurait de l'argent en plus à faire. Et en plus, c'est possible. Il y a des modèles, pas seulement sur les cellules, mais permettant de voir la réaction, pas seulement de la cellule, mais des organismes en entier à une molécule, etc. Donc on est allé récemment très loin. Ça pourrait vraiment être promu. L'innovation économique, alors évidemment aussi les innovations dans matière de mode. Vous savez à quel point c'est un peu galère d'acheter des chaussures véganes, parce que si on se trompe, non, mais après on se trompe de, voilà, c'est 39,5, 40, ça dépend, ça va pas, on rentre pas dedans, on les renvoie, etc. C'est quand même pas, il n'y en a pas partout, par Mélissa. Bon, bref, il faudrait des chaussures véganes partout. Et l'alimentation, ça a beaucoup évolué. Ceux qui, comme nous, s'abstenaient de viande, de poisson, etc., il y a 15 ans, 10 ans, c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. On trouve quand même beaucoup de choses et des restaurants, etc. Donc, sans innovation, ça ne marche pas. Alors, la spécificité de la politisation de la question animale, c'est que, effectivement, la difficulté, c'est il faut porter les intérêts des animaux devant des humains pas toujours très d'accord, même parfois totalement contre, et il faut trouver des accords sur fond de désaccords. Il ne faut pas seulement les convaincre, mais aussi faire en sorte qu'ils trouvent aussi, qu'on construise un consensus. Alors je sais que le mot n'est pas aimé parce que ça fait mou, consensus. Or, si on voit qu'un consensus, c'est des accords sur fond de désaccords, où on arrive quand même, non pas a priori, mais a posteriori, à montrer ce qui peut faire l'objet déjà, puis plus tard, d'un accord, même si ça blesse certaines personnes, en tout cas d'avancée, d'amélioration substantielle de la cause animale, on peut vraiment se mettre dans des conditions. On va avancer. L'idée, encore une fois, c'est de se mettre sur une trajectoire où la cause animale est entrée en politique et ne pouvant plus en sortir, eh bien, on se donne les moyens d'avancer. Il y a des choses qu'on pourra faire avancer et qu'on doit faire avancer pour des raisons que je vais développer tout à l'heure, tout de suite. Et il y a d'autres qu'il faut peut-être un peu de temps. Et souvent, on n'est pas, quand je dis cela, quand je parle d'un temps long et d'un temps court, je ne suis pas en train de dire que seul le welfarisme, c'est-à-dire l'utilitarisme pour les animaux et le quantisme, le respect de la personne pour les humains, ou en tout cas, voilà, on ne met pas en cause l'exploitation animale. Je ne suis pas en train de dire que le welfarisme est la solution, pas du tout, mais je suis en train de dire que plutôt
que d'opposer le welfarisme à l'abolitionnisme et de se crêper le chignon quand on a un chignon, eh bien, pour cela, il vaut mieux vraiment penser que si l'horizon, parce que c'est une question de justice, et la fin de l'exploitation animale, puisque l'animal est un être vulnérable et qu'on n'a pas seulement du respect envers lui, mais qu'il y a un devoir de justice, de protection de son inviolabilité, et que la justice impose la prise en compte des intérêts des animaux et des humains, même si on va peut-être promouvoir des circonstances de la justice, comme dit Rawls, où on fera son bien avec le moins de mal possible des animaux. Mais parfois, si vous rencontrez un grizzly qui veut vous sauter dessus, il y aura quand même peut-être, vous allez le tuer, mais vous allez faire le moins possible. Eh bien, si on veut promouvoir cela, si ça c'est l'horizon, compte tenu de tout ce que j'ai dit, eh bien, on peut déjà se mettre dans une démocratie pluraliste où tout le monde n'est pas encore d'accord avec nous. On peut se donner les moyens de faire advenir ce monde, mais aussi, dans l'immédiat, changer un certain nombre de choses. Quoi ? Alors, qu'est-ce que je propose de changer immédiatement et que peut-être on pourrait, juste après les élections, porter, parce qu'il faudra celui ou celle, enfin, il vaut mieux que ce soit celui cette fois-ci, parce que bon, eh bien... qui sera président, il faudra peut-être y aller avec une sorte de cahier des charges. Moi, je pense qu'il y a des mesures dont on pourrait demander la suppression à court terme parce qu'elles infligent des souffrances très grandes, inutiles, et que la valeur de ces pratiques est tout à fait aujourd'hui contestée. Par exemple, le foie gras, où là, je crois que vraiment, ça va vraiment dans le sens aussi de pas mal de choses de pays. Et moi, j'ai mis en mesure phare la fin de la captivité. Les animaux sauvages, les cirques avec animaux, des delphinariums, parce que je crois que là, les gens qui vont voir des spectacles de delphinarium, ils aiment les animaux, mais ils sont trompés. Ils croient que les animaux sont super heureux, surtout que les dauphins, ils vont dire qu'ils sourient, et puis que le dresseur a de l'empathie et tout. Donc c'est fondé sur une distorsion de la communication. Le jour où on leur explique à quel point ces animaux sont frustrés, souffrent, ils sont tous d'accord avec tout. Moi, j'ai convaincu tout le monde autour de moi sur cette question. Donc, je crois que vraiment là, il s'agit seulement de bénéfices finalement assez maigres. Parce que quand on voit l'état des delphinariums, des salles, enfin, on voit très bien, et puis en plus, il y a une mortalité incroyable. Donc, je crois que ça et le dressage brise psychiquement un animal pour que l'éléphant puisse s'asseoir sur un tabouret. C'est quand même pas comme ça qu'il va y aller. Donc, je crois que ça, c'est vraiment une mesure où on peut entraîner énormément de monde. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui disent « Ouais, moi je veux vraiment briser psychiquement le lion pour qu'il traverse les cercles de feu, etc. etc. » En plus, il y a des choses atroces qui se passent, des delphinariums, des scandales, c'est un peu ragoûtant. Donc vraiment, voilà. La deuxième, la corrida, c'est autre chose, mais c'est une suppression stratégique. Parce que, alors là, la corrida, là, les aficionados n'aiment pas le taureau. Au contraire, cet herbivore pacifique, ils en font une sorte de, avec sa majesté en fait, ils viennent applaudir au spectacle d'un animal supplicié. Là se jouent des représentations, il y a la virilité, il y a l'identité, donc c'est plus compliqué, mais c'est stratégique de supprimer la corrida parce que vraiment, c'est la quintessence de la domination. Et vraiment, la symétrie totale entre un gars armé jusqu'aux dents et un animal en plus qui voit pas très bien, qui voit que les formes, tout le monde sait ça ici. Mais donc du coup, et en plus, quand on sait que la plupart des villes en France ont besoin des subventions des associations pour survivre, je dis que c'est très facile aussi. Mais il y a dans le spectacle pris à un animal sauvage enfermé, il y a quelque chose de, vous comprenez, il y a ce qui va à l'encontre, pas seulement de l'empathie, mais de la capacité qu'il s'agit de promouvoir, d'admirer la beauté d'un autre être sans se l'accaparer. Et là, je crois que vraiment, il y a un travail aussi sur l'esthétique et développer la capacité que les gens doivent justement la développer, la capacité à admirer un être beau qui nous échappe, qui n'est pas à nous. Et là, je crois que c'est quelque chose, là aussi, il y aurait à l'école des choses qui peuvent aussi s'apprendre. Parce qu'effectivement, l'être humain, Simon Less le disait récemment dans un de ses livres, l'être humain, parfois, il a un caractère, il ne supporte pas la beauté, ni la grâce, il a besoin de la détruire. Alors, la fourrure, le Luxembourg, me semble-t-il, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, a reconnu que c'était contraire à toute réflexion sur le bien-être animal. Et en plus, là, sur la viande, tout le monde effectivement est blessé par ce qu'on voit des abattages, mais enfin la fourrure c'est pire, le renard qui brûle de l'intérieur avec l'électrode dans l'anus et le nez, le museau, je veux dire là il y a du gazage sans arrêt, c'est même pas encadré quoi. Et donc en tout cas voilà, et puis pour l'élevage, et qui évidemment, moi ce que je pense qu'il y a un volontarisme à avoir,
parce que la fin de l'élevage qui implique la disparition de certaines espèces sélectionnées par les humains n'est pas encore, fait pas l'objet d'un consensus, mais c'est pas un problème, c'est pas forcément une raison pour le supprimer, mais ce qu'il y a, c'est que l'idée dans un premier temps, en tout cas, c'est de faire en sorte que ne s'intensifie pas l'élevage intensif. Parce que si on continue, ce ne sera pas 10 000 vaches, mais 10 000, 30 000, et avec les traités transatlantiques, ou en tout cas avec le CETA, c'est pire ce qui est programmé. Le CETA, c'est un bon outil à dégommer, c'est vraiment une chose contre laquelle il faut lutter, car c'est absolument contraire à la prise en compte des intérêts des animaux. Donc là. Mais l'idée, c'est que là aussi, la question de l'élevage, il faut des infrastructures logiques, des aides logistiques et financières pour les éleveurs, dans un premier temps, pour qu'ils puissent mettre les animaux en dehors des bâtiments. En Suède, depuis les années 80, il n'y a plus de truies encagées. Il n'y a plus de truies encagées et elles sont dans le foin, etc., etc. Bon, la Suède le fait. Les gens, malheureusement, ils mangent encore du cochon, mais enfin, au moins, c'est plus comme en Bretagne, où quand on dit il faut enrichir les cages, ils mettent des ballons, enfin bref, quoi. Et il y a toujours la castration à vif, il y a toujours l'image des dents, etc., etc. Mais en Suède, il y a eu des progrès. Moi, je suis en contact avec un éleveur qui m'a écrit, enfin, c'est pas un éleveur, c'est quelqu'un qui est dans le marketing et qui regroupe des éleveurs qui veulent s'occuper de poules et lui, il a encouragé des innovations pour le sexage in vivo des poussins mâles afin qu'ils ne soient pas broyés à la naissance. Il y aurait une sorte de détection, un peu comme voilà. Et puis l'idée, c'est que l'œuf bio, mais distribué avec des circuits courts, ne coûterait pas évidemment 40 centimes, mais plutôt 1 euro. Mais les circuits courts, ils réduiraient quand même les marges des distributions, etc. Et l'idée, c'est que la poule, au lieu d'être, comme on dit, réformée au bout de 18 mois ou 1 an, vivrait 5 ans, etc. Et certains consommateurs sont prêts à payer un peu plus l'œuf pour cela. Donc je trouve que là, il y a des innovations, il y a de la coopération entre certains éleveurs et il y a des choses à faire. On ne les met pas assez en avant. On nous met seulement comme modèle l'intensif ou rien. Et puis, il y a l'idée que on peut faire à la Lincoln, confier à la génération suivante le soin de mettre en place une société sans exploitation animale, pas sans élevage, puisque l'élevage est une exploitation, mais vraiment, il y a déjà, on pourrait, à mon avis, lancer quelque chose, et la France aurait tout à y gagner, elle qui est un pays qui est sensible à la question de la qualité. À mon avis, ça pourrait être intéressant, surtout s'il y a pour chacun des citoyens une habitude de manger des produits végétaux et de remplacer les protéines animales. Et là, génération ou deux après, c'est fini. On peut arrêter. Parce que là aussi, l'idée, c'est que les changements, le véganisme, les changements des styles de vie qui sont importants, eh bien, ça ne se décrète pas. Il faut les rendre possibles à plusieurs niveaux, à plusieurs volets. Il y a des choses très fermement qu'il faut demander. Il y en a d'autres, il faut vraiment mettre la société sur une trajectoire avec un changement profond. Et une fois qu'on a tracé le sillon, on ne peut plus reculer. C'est vraiment la trajectoire, c'est ça. C'est comme l'autoroute, une fois qu'on a pris. Et je pense qu'il faut le faire maintenant. Parce que ce qui nous pend au nez, si dans l'année qui vient, on ne change pas, c'est avec le CETA, c'est pas 10 000 vaches, c'est 10 000 vaches. C'est une catastrophe sociale, environnementale et pour les animaux, et on ne pourra pas revenir en arrière compte tenu des tribunaux qui pourront traîner des États devant les tribunaux quand ces États ont des normes environnementales et au bien-être animal contraires finalement aux intérêts des multinationales, du privé, etc. Et enfin, donc, il y a l'idée toujours d'accompagner l'éducation. Alors, Sophie étant là, moi je crois vraiment que les vétérinaires sont des médiateurs formidables entre humains et animaux et que je crois qu'ils sont ouverts à une formation en éthique animale sur ces questions et que ça pourrait être des ambassadeurs formidables de la cause animale et justement de l'éducation à la manière de voir que l'animal n'est pas un objet, que c'est pas même un animal, un chat, un chien, là aussi on parle de la viande, tout ça, c'est évidemment dramatique, mais il y a je crois plus de 100 000 abandons par an en France de chats et de chiens, certains qu'on laisse mourir de faim dans des appartements l'été, enfin, c'est hallucinant. Donc du coup, là aussi, je crois que pour accompagner tout cela, l'éducation est fondamentale. Et moi, actuellement, un des volets sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on appelle l'éthique des vertus. Quelle disposition morale, quelle éthique comme transformation de soi peut être envisagée pour outiller les individus, non seulement afin qu'ils puissent résister à un modèle de développement générateur d'horreur, mais aussi qu'ils puissent promouvoir ce changement.
être des acteurs de ce changement, chacun et chacune là où il est et avec ses compétences et ses talents ou atouts propres. Donc là, je crois qu'il y a vraiment, parce que c'est une réflexion, la question animale, très très profonde, où, je le disais tout à l'heure, on voit seulement parfois le négatif, il faut aussi regarder toutes les capacités que l'on peut, tout ce qu'on peut apprendre de l'animal, à quel point des animaux, il nous répare. Alors tout cela, et je finirai par ça, 2 remarques. C'est vrai que quand je parlais tout à l'heure de l'âge du vivant, vulnérabilité, acceptation de la finitude, vocation à réparer le monde, à l'empêcher de se détruire, même de nous déshumaniser, mais aussi de promouvoir une voie différente. Je crois qu'il y a aussi dans cela tout l'espoir du féminin, la vocation du féminin. C'est-à-dire que je pense que vraiment, alors au-delà de ce que disent certains sur la convergence des luttes, qui est tout à fait intéressante, sur le féminisme, sur l'écologie, sur le sexisme, sur le racisme et le spécisme, il y a aussi l'idée d'une voie nouvelle, de rapport au monde qui ne soit pas marqué par la domination, qui aille voir chez l'autre ce qu'il a de meilleur et qui, je pense, la réparation, et je finirai par Hannah Arendt, qui justement fait de la naissance, ou plutôt de la natalité, du fait qu'un être, un enfant, est un nouveau-né qui introduit du neuf dans le monde, et elle dit que ça a une signification fondamentale pour la pluralité étant une catégorie politique majeure, la pluralité, la spontanéité, la créativité, c'est ça qu'il s'agit de réveiller, et c'est fondamental pour une société qui ne tombe pas, qui n'est pas vulnérable aux solutions totalitaires, qui convainc chacun de sa superfluité et qui fait que nous devenons des marionnettes qui allons s'embrancher vers la destruction. Et je crois qu'il y a vraiment l'idée de promouvoir justement cette part d'enfant, cette promesse à l'enfant qui est en soi, la liberté, la spontanéité, et l'apport du féminin pour un peu redresser, puisque nous nous sommes engagés vers une société plus de la performance, la compétitivité, qui aujourd'hui avoue ses limites. Alors en conclusion, un mouvement est né. Moi je crois vraiment que la voie c'est la réforme, mais le fond c'est la révolution. Et il me semble que l'idée c'est de s'unir partout où on est avec les autres, y compris de convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, et ma cible préférée, les perplexes, ceux qui commencent à se poser des questions, là il faut y aller. Et les acteurs économiques et tout ça, nous avons un monde à y gagner. Voilà, je vous remercie.